X-Men 2 est-il une copie conforme de X-Men 1 ou tout du moins un maquillage du premier volet consistant à traiter des mêmes sujets avec les mêmes personnages? Telle va être la question de cette rétrocritique sur X-Men 2. Je vais donc, comme pour X-Men 1, prendre X-Men 2 dans sa chronologie et le critiquer. Comme pour X-Men 1, l'introduction valorise le X de la Fox et donc de X-Men. La musique dans le générique de début est bien plus entraînante que dans le premier, bien plus prenante, et elle nous pousse davantage à une envie de découvrir une nouvelle aventure avec nos amis les X-Men. Nous commençons donc avec une scène d'action de Diablo à la Maison Blanche. La chorégraphie avec les combats est assez sobre, simple, mais impressionnante, puisque finalement le personnel chargé de la sécurité à l'administration du président de la République, du président des États-Unis, est mis à mal par un seul mutant dont on ne soupçonnait même pas l'existence, tout du moins dans les comics, mais pas dans les films encore. Un mutant inconnu qui est une nouvelle menace à affronter. Nous retrouvons Jean Grey qui a trop de pouvoir qu'elle n'arrive plus à contrôler, et finalement je trouve que ce thème est assez peu fréquent dans les films de super-héros, surtout les plus récents. C'est assez important pour être souligné. Ensuite, nous avons droit à une arrivée assez exceptionnelle du professeur Xavier. Tout le monde est figé dans le centre commercial dans lequel il se trouve. J'avoue que la première fois, au premier visionnage tout du moins, je trouvais, certes la mise en scène très intéressante, mais j'avais envie de me dire, je me disais, comment c'est possible de faire un truc pareil ? J'avais peur que ça devienne une solution de facilité pour arrêter chaque danger. Heureusement, cette erreur a vraiment été évitée, donc c'est assez acceptable et du coup, la scène passe plutôt bien. Nous avons ensuite droit à la réunion de Stryker, le grand méchant de X-Men 2, le président de la République qui se fait complètement manipuler par ce dernier, et Mystique qui est assez embêtée puisqu'elle comprend que, à nouveau, les mutants vont être en grand danger à cause des humains, blablabla. Et je rappelle par ailleurs que Mystique, évidemment, s'est transformé en sénateur Kelly, qui est mort dans X-Men 1. Nous avons droit, selon moi, à un bon cocktail dans cette scène. Nous avons droit à un humain qui est dangereux, l'autre qui est complètement indécis alors qu'il a pas mal de pouvoir politique, et un mutant qui s'est infiltré. Le dessin du bisou de Malicia et Iceberg est assez comique, ça marche plutôt bien. Ensuite, nous avons un dialogue entre Iceberg et Wolverine qui marche à la perfection encore une fois. Pourquoi ? Car il y a une vraie alchimie entre les acteurs et une vraie crédibilité par rapport à Malicia et leur psychologie sont réussies. Malheureusement, ensuite, nous enchaînons cette scène avec la reproduction d'un schéma scénaristique, ou plutôt narratif, qui est assez poussif, c'est-à-dire Wolverine qui drague Jean comme dans X-Men 1, Cyclope qui débarque. On rabâche des informations qu'on détient déjà puisqu'on a vu X-Men 1 si on va voir X-Men 2 au cinéma ou en DVD ou n'importe quoi. Et en réalité, aucun dialogue n'est vraiment nécessaire pour piger l'intrigue, ni quoi que ce soit. C'est assez regrettable. Magneto se fait manipuler par le grand méchant qui s'appelle Stryker, toujours. Je trouve que cet élément scénaristique est assez génial et il apporte un élan à la dramaturgie à ce moment-là, puisque le méchant de X-Men 1 est en opposition avec celui de X-Men 2. Et donc le propos n'est pas manichéen dans la saga X-Men. Wolverine se met ensuite à fumer dans Cerebro. Il montre qu'il est toujours aussi rebelle. Le problème, c'est qu'on amorce l'enjeu de l'histoire avec de la comédie, puisque oui, Cerebro va être l'enjeu véritablement de l'intrigue. Finalement, on se marre davantage et on est plus concentré par Wolverine qui fait l'abruti que par Xavier qui est sérieux et qui nous prépare déjà tout le thème de X-Men 2. Et ça, c'est un peu bancal. Mystique se transforme derrière des colonnes, il y a un petit jeu d'ombre intéressant, une mise en scène simple mais efficace. Ensuite, je dois reconnaître que le script est assez malin avec le spectateur puisqu'on est forcément du côté de Mystique qui est en train de rechercher des dossiers de Stryker et on veut véritablement sa réussite à elle et donc à Magneto et tous ses acolytes puisque nous avons davantage
de sympathie entre guillemets ou le moins d'antipathie possible avec Magneto qu'on a déjà connu et qu'on a déjà vu dans le premier film X-Men que Stryker qui est le parfait inconnu et qui passe vraiment pour le bourrin de service à ce moment-là encore. Nous avons une petite scène marrante entre les deux videurs de poubelle, donc ça marche parfaitement, on achète. Diablo ensuite se montre assez pieux. C'est un élément en trop dans un épisode avec suffisamment de thématiques à traiter. Ça ne m'a pas dérangé, je ne suis pas sorti du film, mais on n'est pas passé loin de ça quand même. Nous avons ensuite, dans le manoir des X-Men, une nuit qui est particulièrement agitée. Tout d'abord, on découvre un petit gamin qui regarde la télé et qui arrive à zapper les chaînes grâce à son super pouvoir. Ensuite, personne ne dort, ça donne un petit aspect familial de proximité et d'union entre tous les personnages et tous ceux qui habitent ou qui vivent en tout cas pendant l'année scolaire au manoir des X-Men. C'est très sympa. Ensuite, ça y est, une petite scène qui nous fait passer à un nouvel endroit et on assiste à la conversation entre Xavier et Magneto. Ensuite, Xavier et Cyclope, franchement, se font avoir comme des bleus. Ils sont assez ridicules pour le coup. On revient au manoir où là, comme je vous le disais tout à l'heure, ça devient du grand n'importe quoi, mais c'est pas un défaut, hein, c'est juste que ça devient du grand bazar dans le sens où on a une intervention militaire. Par ailleurs, on n'a aucune défense, aucun système de défense dans le manoir. Bon, je veux bien. Cependant, là, j'avoue que je suis impacté, que je suis vraiment à fond dans le film à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a une fille, une mutante qui crie. Et là, on est dans une ambiance de film d'horreur, de thriller. Et en même temps, on n'a jamais vu un Wolverine aussi violent, puisque là, on vient l'attaquer chez lui. Et là, quand on le voit donner un coup de griffe dans le pied d'un soldat, tu comprends que là, le gars n'est vraiment pas là pour rigoler. Et là, tu dis, ah ouais, quand même, c'est Wolverine, on est quand même dans les X-Men. C'est quand même, franchement, assez incroyable à voir. Stryker qui revoit ensuite Wolverine. Wolverine voulait savoir, finalement, qui il était avant. Il comprend que la clé de cette compréhension, c'est de communiquer avec ce bad guy. Nous, on sait très bien qu'il faut éviter ce gars. Pourquoi? Parce que finalement, on se demande si à ce moment-là, Wolverine n'est pas prêt à tout pour savoir et avoir les clés de son passé et finalement devenir peut-être pas méchant, mais une sorte d'anti-héros qui ne serait plus un allié pour les X-Men. À ce moment-là, on nous martèle pas cette idée quand même, mais en nous la glissant gentiment, eh bien, je pense qu'elle nous reste gravée dans la tête bien plus facilement. Et d'ailleurs, j'aime bien le design quand il met sa main sur la glace, là c'est vraiment cool. Je dois bien reconnaître par la suite que quand Wolverine et certains mutants s'échappent dans une voiture, avec une voiture de Cyclope, et que bon, on a la fameuse scène du lecteur CD qui est au final une sorte de capteur, enfin non, d'émetteur, enfin téléphone portable quoi, de nos jours, ça serait l'équivalent, pour contacter les autres membres des X-Men, ou plutôt des X-Women dans ce cas-là. Je dois reconnaître que là, on ne recopie pas X-Men 1, pas du tout. On fait juste de brèves allusions. Donc moi, ça me va parfaitement. Nous avons ensuite la scène du médicament entre le gardien et Mystique. Le médicament se retrouve évidemment dans le verre. Et comme la table est en verre, la caméra peut merveilleusement bien se placer avec des positions idéales de mise en scène. Et nous avons donc un plan en contre-plongée qui nous permet bien de comprendre que Mystique est vraiment là pour, libérer Magneto, même si on ne sait pas encore trop comment elle va s'y prendre pour l'instant. Le gardien se retrouve au water closet, on peut dire ça comme ça, avec la femme et l'alcool dans la main, entre guillemets. Je trouve que là, on critique bien ce genre d'action qui est malheureusement bien trop fréquent dans la réalité. Nous assistons par la suite à une scène avec Jason, comme vous voulez, le fils de Stryker. Nous avons une discussion qui nous permet de mieux comprendre les motivations du grand méchant du film qui pour l'instant est assez lambda. Le récit est troublant, tout comme le regard de l'acteur qui joue Jason au professeur Xavier. Ce mec est flippant mais pas croyable. Mais la question qu'on veut se poser, c'est pourquoi Stryker lui raconte tout ça? Eh bien ça passe bien, puisque finalement sa vie a été détruite par le professeur Xavier. Mais depuis Wolverine Origins, on sait déjà que c'est une ordure. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il était aussi fourbe, méchant et tout ce que vous voulez avant ou après le drame? Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ses motivations? On ne sait pas trop, mais en tout cas, le personnage là montre qu'il est intéressant, là où j'avais vraiment peur en début de film.
Enfin, plus exactement, ils ont trouvé un superbe moyen de nous donner envie de nous y intéresser, avec une forte capacité à le trouver génial en tant que personnage, comme je vous disais, et antipathique, pardon, et pour le coup, le pari, je trouve qu'il est gagné. Chez Iceberg, je trouve que c'est beaucoup trop long, c'est un prétexte plus qu'autre chose, on a un délire avec le chat, mais alors si vous ne vous rappelez plus de ça, revoyez le film, franchement, c'est drôle, mais ça va 5 minutes. Par contre, la scène où Logan se fait passer pour un professeur, la bière à la main et t'as le frigo qui reste ouvert derrière quand t'as la famille d'Iceberg qui débarque, c'est très amusant, j'avoue. Mais voilà, on peut se mettre à la place de sa famille qui se dit, bon, ça fait peur, qu'est-ce que mon fils a fait avec cette bande de dégénérés, c'est très drôle. Nous avons ensuite Magneto qui sourit au gardien, puisqu'il a compris que Mystique lui avait injecté du métal. On a une sortie de Maestro sur son surf, c'est magnifique. Nous revenons ensuite chez Iceberg, où franchement l'action du frère d'Iceberg qui consiste à avoir peur de son frère, bon, c'est intéressant la réaction, mais t'as les parents à côté de la plaque, ok, mais comme la scène en elle-même, je trouve qu'elle sonne particulièrement faux, on s'éternise un peu, on est complètement déconnecté de l'histoire, et franchement, je suis bien content qu'à un moment il se tire, parce que j'ai eu peur qu'on reste là pendant 1 heure à attendre l'acte final, quoi. C'est vraiment, ça craint un peu, quoi. Diablo tient un discours intéressant, et en lien avec, évidemment, la saga X-Men. Il n'a pas le même discours que Tornade, même les gentils n'ont pas les mêmes discours entre eux, et ça c'est génial. Il a la foi en l'homme, et il semble refuser de se cacher. Nous avons ensuite un Pyro qu'on nous montre comme super dangereux. Malgré tout, tout le monde s'en rend compte, mais il n'a aucune remontrance sur son attitude. Je trouve ça zarbi au possible. Désormais, le professeur Xavier se fait complètement manipuler par Jason. Nous avons droit, c'est magnifique, à un gros plan en stature debout de Xavier. C'est génial. Ensuite, je dois reconnaître qu'utiliser Cérébro par l'image de l'élève, en ce qui concerne Jason, pour duper le professeur, c'est vraiment très intelligent de sa part. Ça témoigne d'une cohérence pas croyable. Ça aurait été vraiment bizarre qu'on puisse utiliser Cérébro comme par magie sans que le professeur finalement ne soit utile, parce que finalement ça aurait simplifié l'intrigue certes, mais là au moins on nous donne une guerre tant physique que psychique. S'ensuit une poursuite de Jet où je trouve que la gestion des pouvoirs de Tornade et Jean Grey est assez appréciable et même impressionnante. Cependant, ce n'est pas le cas de Diablo, auquel on trouve un tas d'excuses pour ne pas qu'il puisse utiliser toujours ses pouvoirs. C'est un peu agaçant à la longue. Magneto qui est le grand sauveur de la situation, et nous avons droit à une discussion entre Magneto et une partie des X-Men, mais finalement les X-Men qui sont un peu décimés puisqu'il manque Xavier et le Cyclope. Et c'est très impressionnant en tant que spectateur de se dire que nous avons le grand méchant d'X-Men 1 face à une petite partie, même si c'est la plus puissante pour moi, des X-Men. Cyclope, ensuite, et notre ami Mystique partagent un même idéal. Cependant, Diablo lui a posé la question de telle sorte qu'on a vraiment l'impression que quoi qu'il arrive, il n'allait pas être d'accord avec elle. Alors, ça peut passer si on se dit que Diablo est timide, puisque c'est un peu l'une des particularités du personnage. Cependant, moi je trouve que ça perturbe quand même la compréhension pour le spectateur. J'ai eu du mal avec ce passage-là. Magneto ensuite se moque de Malicia. Et oui, c'est un méchant zozo, mais il est quand même très astucieux. Je trouve que c'est très astucieux de ne pas snober ou de ne pas zapper X-Men 1. Puisque je vous rappelle qu'en effet, Malicia avait été kidnappée par Magneto. Et donc, on prend le temps qu'il faut pour les détails qui font plaisir, mais qui sont quand même nécessaires pour qu'on n'ait pas à se dire toutes les 5 minutes « Ah ben c'est incohérent parce qu'ils avaient eu une super interaction dans X-Men 1, mais alors là ils font comme s'ils s'ignoraient, blablabla. » Très bien. La discussion ensuite entre Magneto et Pyro est assez prenante. On sent que Magneto manipule et qu'il a une certaine influence sur Pyro. Pyro qui lui dit « Est-ce que vous êtes le grand méchant ?» Magneto qui lui dit « Mais non, évidemment, je ne suis pas le grand méchant. » Mais l'acteur, je trouve, qui joue Pyro, j'ai complètement oublié son nom, ne dégage pas une sensation de lavage de cerveau. Je trouve que le personnage manque de substance au possible et qu'il n'a aucun dilemme entre rester chez les X-Men qui sont sa famille, même si on n'en a pas trop l'impression quand on suit la trame avec ce personnage,
et finalement rallier le grand ennemi des X-Men, Magneto. Wolverine qui débarque ensuite dans la base militaire. Du moins c'est ce qu'on croit, puisque c'est finalement Mystique qui s'est transformé en Wolverine. C'est assez réussi. Franchement, on se fait avoir à tous les coups, au premier visionnage évidemment, et donc ça passe extrêmement bien. Mais ensuite, je le reconnais, que nous avons des problèmes assez flagrants, une série, on va dire, de petits défauts et de questions auxquelles j'aurai jamais de réponse sûre pendant 2-3 minutes, où franchement je trouve que durant cette durée, le film n'est pas bâclé, mais on n'en est pas loin. Pourquoi? Honnêtement, comment est-ce qu'on a pu déjà installer Cérébro en 2 heures? Je me suis posé cette question au bout d'un petit moment, je me suis dit c'est quand même pas possible, ça me paraît incroyable. Jason, est-ce qu'il va finalement s'autodétruire si il a reçu l'ordre de son père de tuer tous les mutants? On n'aura pas la réponse. Pourquoi Pyro change-t-il de camp véritablement? Encore une fois, parce que franchement j'ai du mal à comprendre personnellement. Pourquoi les X-Men veulent-ils le jet de Stryker alors qu'ils ont leur propre jet finalement? Ils perdent un temps fou là-dessus. Stryker est gravement blessé, il parvient à se libérer alors qu'on lui a mis, on l'a enchaîné en gros. Bon, et là j'en ai un qui me vient comme ça d'ailleurs. Jason, ils l'ont complètement abandonné quand le barrage cède. Honnêtement, l'idéal de Xavier pousse à croire que finalement, même si qu'on soit gentil, méchant ou ce qu'on veut, on va quand même sauver les gens parce qu'on est des gentils, on est des héros. Et ben là, c'est pas le cas, mais c'est juste parce qu'il savait pas quoi en faire du personnage de Jason, à mon avis. Il n'est plus d'utilité dans le scénario. Donc là, j'avoue que je grince un peu des dents à ce moment-là. On voit ensuite défiler tous les X-Men en perdition dans le jet. Et là, Jean qui se sacrifie, cet adieu est percutant car Xavier parle au nom de Jean, une communication évidemment, vous savez, entre les deux télépathes de l'équipe. Et le temps du deuil est symbolisé par Cyclope, qui joue par ailleurs, l'acteur joue beaucoup mieux quand il est sérieux, sur un ton tragique, que quand il commence à faire un peu de comédie avec Wolverine et compagnie. C'était très important, disons, d'avoir une discussion avec le président des États-Unis à la fin du film pour tendre vers une évolution de la situation par rapport à la situation initiale finalement. C'est pour montrer que le film a quand même servi à quelque chose. Cette scène, c'est l'une des plus marquantes de la saga selon moi. Je trouve qu'elle est sombre, vraiment obscure, et je reviens franchement sur un point. La saga nous propose des moments de fulgurance, mais selon moi, pas spécialement quand nous avons affaire à des effets spéciaux. Après, voilà, qu'ils soient démodés ou pas, enfin ça, je vous laisse juger. Mais les fulgurances, pour moi, ça arrive, ça intervient quand le dialogue se tient, un dialogue en tout cas vraiment pertinent se tient entre mutants et humains, surtout dans X-Men 1 et X-Men 2. À la fin, on utilise même le 3, en nous sous-entendant que non, Jean n'est pas morte. Et je dois bien reconnaître que j'avais donné 18 sur 20 à X-Men 1. Je mettrai donc 15 à ce film X-Men 2. Voilà. Je considère qu'il s'inclut dans une trilogie qui est riche en messages, en personnages, en enjeux, je pense. Mais voilà, je reconnais, il ne ressemble pas spécialement à X-Men 1. Il y a de nombreuses similitudes, mais ça reste un excellent film qui arrive à exister, logique, mais franchement assez bien réussi. Si je mets 15 sur 20, c'est que j'ai été quand même assez emballé par ce film, malgré finalement la masse de défauts qu'on peut retrouver dans ce film par rapport au premier. Je pense maintenant que je peux vous dire au revoir, en vous rappelant que dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de X-Men 3. Je ferai donc une rétrospective dessus, considéré comme le plus mauvais, ou en tout cas le moins bon de la première trilogie par beaucoup. Est-ce que c'est mon cas pour X-Men 3? Vous aurez la réponse très prochainement. Ciao!